Philippe Martinez, merci beaucoup d'être avec nous. Vous Bonjour. êtes secrétaire général de la CGT. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Jefferson des Sports. Bonjour Jefferson. Bonjour Oriane, bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jefferson de Sud-Ouest. Évidemment, on va parler de ce qui va se passer dimanche. Philippe Martinez, dimanche c'est le 1er mai, évidemment avec le traditionnel défilé du 1er mai. Quel sera votre mot d'ordre? Quel message vous souhaitez faire passer à Emmanuel Macron dimanche? Ce qu'on lui fait passer depuis 5 ans, et puis ce qui s'est accéléré d'ailleurs durant cette campagne électorale, il y a premièrement la question des salaires, les questions d'emploi et de la qualité de l'emploi, et puis les questions autour de la sécurité sociale, de la santé, des retraites, avec évidemment en filigrane les questions environnementales. Vous voyez, un programme dense, mais qui est les sujets principaux qui concernent les citoyens de ce pays et notamment le monde du travail. Justement, sur le monde du travail, Philippe Martinez, Emmanuel Macron, dans sa campagne, s'est engagé en faveur du plein emploi. Ce défilé du 1er mai intervient dans un contexte de baisse du chômage, de nouvelle baisse du chômage. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Les chiffres montrent une baisse du chômage. Après, il faut aller gratter les chiffres. Je l'ai dit, c'est quelle qualité de l'emploi. Ce qu'on voit, c'est que la précarité augmente. Et d'ailleurs, il faut le savoir, quelqu'un qui travaille une journée dans un mois n'est plus considéré comme un demandeur d'emploi. Ce qui est vrai. Mais est-ce qu'on peut vivre avec un salaire d'une journée par mois? Ça, c'est une vraie question. Les CDD, les intérims, les petits boulots, comme on dit, augmentent. La deuxième chose, c'est, et vous le savez, il y a eu une réforme de l'assurance chômage qui a renforcé les contrôles des privés d'emploi. Alors, quel contrôle? Eh bien, sur un an, les radiations ont augmenté de 41%. C'est sûr que quand on dégage des chiffres du chômage, les demandeurs d'emploi, les chiffres baissent. Donc vous dites que c'est cosmétique ? Non, je dis que les chiffres sont justes, mais il faut aller regarder derrière les chiffres. Vous savez très bien que la précarité a augmenté et que la réforme de l'assurance chômage a fait en sorte que de nombreux chômeurs sont sortis des chiffres. C'est normal que ça baisse. Et puis, il y a toujours ce problème, c'est que près d'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. On nous a dit... la vieille rengaine, les feignants, ils profitent du système, mais ça, un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Et cette réforme doit continuer. ouais. Pardon, cette réforme doit continuer de l'assurance chômage. Elle doit continuer. Non, nous, on demande qu'elle soit supprimée. C'était un engagement d'Emmanuel Macron, là encore, dans sa campagne. Et ce qui prouve qu'il écoute. On va revenir là-dessus, mais est-ce que ça veut dire justement, pour vous, c'est aussi ça le message que vous allez faire passer le 1er mai, vous allez nous dire, est-ce que ça veut dire que la bataille contre les réformes, assurance chômage, réforme des retraites, on va en parler un peu plus tard, est-ce qu'elle doit se mener dans la rue aujourd'hui? Mais évidemment, et le 1er mai est une occasion exceptionnelle. Vous dites défilé traditionnel. Oui, c'est tous les ans le 1er mai, ça, c'est sûr. Mais à une semaine après l'élection du président Macron, il y a besoin de manifestations de masse pour réaffirmer les exigences sociales. Ça veut dire qu'il sera particulier pour vous ce 1er mai? Ah bah, il est tout à fait exceptionnel, oui. Il est tout à fait exceptionnel parce que il faut pas que les discours de campagne se transforment en actes contraires à ce qu'on a pu percevoir et ce que tout le monde a perçu dans le vote des citoyens qui, pour une part importantes n'ont pas adhéré au projet du président de la République, mais ont plutôt évité l'élection de sa concurrente. Pour vous, c'est un vote de rejet, les 58% d'Emmanuel Macron, de rejet de Marine Le Pen, évidemment? Je vous dis qu'une grande partie de ce vote n'est pas un vote d'adhésion pour un programme, mais plutôt un vote de rejet de la concurrente. Et qu'on ne nous refasse pas le coup, et surtout le président Macron qui nous a fait en 2017, rappelez-vous, il considérait que, à l'époque, c'était 66%, étaient d'accord avec son projet. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. D'ailleurs, je lui répète assez souvent. Vous lui avez parlé depuis dimanche? Non. Vous allez lui parler quand? Il y a des rencontres prévues? Je ne vais pas frapper à la porte de l'Élysée pour lui demander. Non, pour le moment, il y a dans le calendrier, il n'y a pas de rencontre. Vous l'avez entendu, il nous refait le coup de la concertation, il faut que j'écoute, etc. Méthode renouvelée, il dit. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Non, mais méthode... Je ne sais pas combien de fois il l'a dit, ça. À chaque fois qu'il y a eu une crise sociale, que ce soit le mouvement des retraites, les gilets jaunes, il a dit « j'ai changé, il faut que j'écoute ». Donc c'est une rengaine qu'on connaît. Il faut passer de la parole aux actes. Donc moi, j'attends les actes.
Sur le plan politique, Philippe Martinez, sur ce 1er mai, la gauche pourrait en profiter pour s'afficher unie lors de ce défilé. Vous les mettez où, Philippe Martinez, si l'union de la gauche est faite ? Le 1er mai est traditionnellement une fête internationale de lutte des travailleurs et des travailleuses. C'est le mouvement social d'une façon large. Moi, je me félicite qu'il y ait un front assez large des syndicats qui appellent le 1er mai, mais aussi des associations, des ONG environnementales, les partis politiques qui participent tous les ans, mais ce n'est pas le défilé des partis politiques, donc ils seront présents, mais comme d'habitude, à l'arrière du cortège. À l'arrière, il faut qu'ils gardent leur place. Comme tous les ans. Il y aura un défilé unitaire de la part des syndicats ou ça sera chacun de son côté ? En tout cas, l'unité est large, parce que il y a Solidaire, FSU, l'UNSA qui participent, ce qui n'est pas habituel. Dans la majorité des territoires et des départements, Force ouvrière sera présente, et je crois que le secrétaire général de Force ouvrière sera présent à Paris. Voilà, on voit, et puis des ONG, des associations. Donc je pense que c'est vraiment, il faut un 1er mai exceptionnel en termes de mobilisation, parce qu'il faut rappeler au président de la République et au futur gouvernement toutes les exigences qui existent encore. Ça sera exceptionnel s'il y a combien de personnes ? Quel est votre objectif ? Dimanche, vous serez satisfait à quelles conditions ? Plus il y a de monde... Ça veut dire quoi, plus? Non, mais moi, je suis pas ni statisticien, ni... Vous en espérez combien? Le maximum. Vous savez bien qu'on est dans une période de congé scolaire et parfois, entre la manif et les vacances, mais en tout cas, il faut du monde. Il faut que le message... faut pas que la patte retombe, c'est ça le message. En tout cas, le président réélu a annoncé vouloir transformer Pôle emploi en France Travail. Philippe Martinez, est-ce que ça vous inquiète? C'est une réforme sur laquelle vous serez forcément consulté. En tout cas, vous serez vigilant. Mais le président de la République a l'habitude de changer le nom pour nous faire croire qu'il va y avoir du changement. Ce qu'il faut à Pôle emploi, c'est, premièrement, renforcer les effectifs. Il y a eu beaucoup de suppressions d'emplois. Certains agents de Pôle emploi, on leur a détourné leur mission, par exemple pour contrôler les chômeurs. C'est pas leur mission. Leur mission, c'est pas de contrôler les privés d'emploi, c'est leur de trouver du boulot. Il faut renforcer les effectifs et donc que Pôle emploi joue vraiment son rôle. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller sur des sites privés pour trouver du boulot. On a des agents compétents qui doivent pouvoir faire leur boulot convenablement. Mais vous serez contre ce réhabillage de Pôle emploi? Mais oui, vous avez trouvé le bon terme. Il suffit pas de changer le costume. Oui. Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez entendu le discours, mais que vous attendez des actes du chef de l'État. Quel est le premier acte pour vous qu'il doit faire au début de ce deuxième quinquennat? Il y en a plusieurs, mais je crois que le sujet principal, qui d'ailleurs suscite de nombreux conflits sociaux, c'est la question des salaires. On est dans un pays de bas salaire. Le SMIC, par exemple, va augmenter au 1er mai. Alors, c'est pas un geste généreux du gouvernement, c'est un calcul automatique. Eh bien, ça va faire que dans une branche, par exemple, qui a été beaucoup évoquée durant la Covid, tout café, hôtel, restaurant, commerce, vous savez, les fameux première, deuxième ligne, eh bien, avec cette augmentation du SMIC, toutes les conventions collectives dépendant de cette branche, les minima vont repasser en dessous du SMIC. Il faut autre chose comme politique salariale. On parle de pénurie de main-d'œuvre, mais une des premières causes de cette pénurie, c'est l'attractivité des métiers, et notamment sur les questions salariales. Donc il faut... Nous avons proposé déjà depuis longtemps que le SMIC augmente. Nous avons une proposition à 2 000 €, mais qu'à chaque fois que le SMIC augmente, il y ait une loi qui permette que tous les minima de branche suivent. Il n'y a pas besoin de négocier pour respecter la loi. La loi, c'est la loi. Donc là, vous demandez cette loi avec l'augmentation, suite à l'augmentation automatique du SMIC. Évidemment. Sinon, certains vont attendre 3 mois, 6 mois, le temps qu'on fasse des négociations pour voir les minima de branche évoluer. Donc une loi immédiate. Pour vous, ça doit faire partie des priorités avant l'été. Exactement. Puis après, il faut des négociations dans les branches. Évidemment, parce que quand on enlève le plancher, si on n'augmente pas le plafond et tous les étages, on se cogne la tête. Philippe Martinez, sur cette question du SMIC, Jean-Luc Mélenchon propose un SMIC à 1 400 € net. Vous dites 2 000 €, donc la France Insoumise est loin du compte? Le SMIC, il faut savoir de quoi on parle. Le SMIC, c'est le salaire qui paye un salarié dont la qualification n'est pas reconnue par un diplôme. On est tous qualifiés. Mais tout le monde n'a pas de diplôme. Et ben, c'est la base. C'est la première ligne en haut de votre fiche de paye. Après... il y a toute une série de primes, etc., qui fait le salaire brut, avec des cotisations. Et ensuite, on déduit des cotisations sociales, parce que c'est important, les cotisations sociales, et ça donne le salaire net. Donc, la base, le brut, le net.
Nous, on agit sur la première ligne je pense que c'est important de parler comme ça parce que la question des cotisations sociales, ça a été beaucoup évoqué durant cette campagne. Ceux qui veulent augmenter les salaires en supprimant les cotisations sociales, ils nous donnent d'une main ce qu'ils nous ont piqué de l'autre. Et comment on finance la sécurité sociale s'il n'y a plus de cotisations sociales? Voilà des vrais sujets. Il y a la hausse des salaires, ça on a bien compris votre demande. Sur le pouvoir d'achat, est-ce qu'il y a une autre mesure que vous attendez? Le salaire, c'est essentiel. Donc, occupons-nous de l'essentiel. Il y a le dégel du point d'indice des fonctionnaires qui est promis pour l'été. Ça, c'est une bonne nouvelle? Oui, mais à quel niveau? Ça fait 12 ans qu'il est gelé. Pour vous, il faudrait une augmentation de combien de points? Il est glacé, là. Une augmentation du point de combien? Minimum 10%. 10%. Minimum 10%. Pour commencer à rattraper non seulement la hausse des prix, mais le retard accumulé depuis 12 ans. Là aussi, c'est un vrai sujet, les services publics. On a loué, à juste titre, la place des services publics, mais ça devient peau de chagrin. Il y a beaucoup de zones rurales, mais pas que des zones rurales, des banlieues où quand il y a moins de services municipaux, moins de fonctionnaires de l'État, ça complique la vie des gens. Et je crois que là aussi, ça s'est ressenti dans le vote aux élections présidentielles. Justement, Philippe Martinez, vous avez quelle confiance en Emmanuel Macron? Vous l'avez connu à Bercy, vous l'avez connu à l'Élysée, vous allez le retrouver à l'Élysée. Il y a beaucoup de lois qui arrivent, en tout cas beaucoup de demandes de votre part. C'est quoi votre indice de confiance dans le président réélu? Mais c'est pas une question de confiance. Il faut qu'il arrête de parler, de promettre et qu'il agisse. Mais pour l'instant, vous voyez, quand à la veille du premier tour, on parle d'allongement de la retraite à 65 ans, la qualité d'écoute du président de la République me semble limitée quand on sait que 74% des Français ne souhaitent pas cette mesure. Bon, il est revenu un peu dans l'entre-deux tours sur cette question. Il a dit que 65 ans, il a baissé d'un an, il y a encore du boulot. C'était plus sérieusement. Est-ce que vous êtes prêt à discuter quand même de cette réforme? Pour l'allongement de l'âge de la retraite? Est-ce que vous êtes prêt à discuter sur la base de la promesse électorale d'Emmanuel Macron? Vous êtes prêt aux discussions? Vous le savez, parce que je suis souvent venu vous en parler ici. Nous avons passé 2 ans à discuter des retraites. 2 ans. Donc les choses sont claires. Nous refusons tout allongement de l'âge de la retraite. Nous proposons même qu'elle revienne à 60 ans. Occupons-nous d'abord, premièrement, de tous ceux qui, après 55 ans, et c'est une majorité, ne sont plus au travail. Plutôt que occupons-nous de faire partir les plus anciens pour laisser la place aux jeunes. Voilà des choses concrètes. Et sur l'allongement de la durée de cotisation, parce que c'est ça qui se joue aussi dans la réforme d'Emmanuel Macron. Non. Est-ce que ça, vous dites, il faut continuer à allonger la durée de cotisation? Lui, il veut 4 mois par an. Ou est-ce que vous dites, non, même ça, il faut arrêter? Il faut faire rentrer plus de cotisations. Donc, il faut mettre plus de gens au boulot. Vous voyez? Il faut augmenter les salaires, parce que quand les salaires augmentent, je vous ai expliqué tout à l'heure que automatiquement, les cotisations augmentent, puis c'est un pourcentage du salaire. Il faut arrêter les politiques d'exonération de cotisations, notamment pour les très grandes entreprises. Il faut alimenter la sécurité sociale, et ce qui l'alimente, c'est le paiement des cotisations. Donc, il n'y a pas besoin d'allonger la durée de cotisation. Il faut faire rentrer des cotisations. Donc stop, parce que la réforme Touraine, elle allonge actuellement la durée des cotisations. Vous dites même stop à la réforme Touraine? Mais nous avons dénoncé à l'époque la réforme Touraine, parce que c'est une façon ambiguë, enfin en tout cas cachée, de nous faire travailler plus longtemps. D'ailleurs, c'est la réalité. Donc il faut qu'il arrête. Vous savez bien qu'une grande partie des salariés sont obligés de continuer à travailler après l'âge légal, parce que sinon leur pension est amputée. Est-ce que vous êtes prêt au rapport de force sur cette future réforme des retraites? Mais non seulement on est prêt, mais la réalité montre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements sociaux. Je cite régulièrement les salariés d'Amazon. C'est la première fois qu'ils font grève. Pourtant, c'est une entreprise où les conditions de travail sont difficiles, il y a beaucoup de précarité, on se fait virer assez facilement par un employeur qui respecte peu le code du travail. Eh bien, ils sont mobilisés pour une augmentation de salaire. Donc la mobilisation, elle est déjà là. Ce qu'il faut, c'est l'amplifier, la généraliser. Et le 1er mai, j'y reviens là-dessus, est une bonne occasion de tout de suite dire maintenant, il faut des actes. Mais est-ce qu'en refusant tout infléchissement, c'est-à-dire toute discussion sur ce qui est la base de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, que quelque part, vous ne favorisez pas le passage en force? Mais pourquoi? Premièrement, on a beaucoup discuté, 2 ans.
2 ans. Bon, alors là, c'est pas la On a même connu réforme. À 2 l'époque, vous ministres. discutiez d'une réforme à points. On a connu 2 ministres, 2 monsieur retraite. Oui, on a bon. Mais c'est pas la même 2 réforme des ministres de la retraites. santé. Vous avez fini en claquant la porte d'ailleurs, ça c'est pas. Au bout d'un moment, on a dit, on va vous expliquer, nous, de notre côté, ce qu'on veut. Donc, pourquoi on discuterait uniquement des propositions du président de la République quand 74% des Français sont contre? Nous, on veut discuter aussi. C'est ça la négociation. On expose des points de vue, et puis on tire des leçons du passé. Ça fait plus de 2 décennies qu'on nous dit qu'en exonérant les entreprises de cotisations sociales, ça va mieux aller. Faisons le bilan. Ça va mieux? Non. Donc il faut changer. Philippe Martinez, sur le pouvoir d'achat, les prix à la pompe sur le carburant repartent à la hausse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a ce gouvernement qui est en transition là avant les législatives? Est-ce que vous attendez des mesures particulières avant que la nouvelle Assemblée reprenne? On a proposé. Il y a la question des salaires, elle est incontournable. Mais on a proposé aussi que sur un certain nombre de produits de première nécessité, ça fait des années qu'on le dit, et notamment sur l'énergie, on réduise la TVA. Parce que la TVA est un impôt injuste. C'est une proposition de Marine Le Pen pendant... Non. Oui, vous voulez ramener de 20 à 5% sur... Je vous dis que ça fait des années qu'on demande ça. Alors, je sais qu'il y a une tendance au Rassemblement national d'essayer de reprendre des slogans des syndicats, et notamment de la CGT, pour faire croire aux citoyens qu'on est social. Mais vous le savez bien, Marine Le Pen propose de supprimer les cotisations sociales. Pour vous, elle n'est pas sociale, Marine Le Pen. Je viens de vous dire qu'il ne fallait pas supprimer les cotisations sociales, que ça faisait plusieurs décennies qu'on faisait ça, que le MEDEF est d'accord, que le patronat est d'accord pour ces mesures. Donc, derrière les slogans, derrière la vitrine, il faut aller regarder dans l'arrière-boutique. Et dans l'arrière-boutique, c'est un programme libéral. Puisqu'on parle de ces questions de pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine, elle va avoir des conséquences. Elle a d'ailleurs déjà des conséquences sur le pouvoir d'achat des Français, et notamment sur la question des prix de l'alimentaire. Vous êtes favorable aux sanctions économiques envers la Russie. Est-ce que vous redoutez quand même un impact fort sur le porte-monnaie des Français? Il existe déjà. Nous sommes favorables à des sanctions vis-à-vis du pouvoir russe, des oligarques. Pas sur les salariés. Et d'ailleurs, nous nous sommes battus dans un certain nombre d'entreprises pour que les entreprises françaises se retirent de Russie, mais qu'elles continuent à payer les ouvriers, parce qu'eux, ils n'auront rien à voir là-dedans. Oui, il faut renforcer les sanctions, mais en même temps, ça fait un petit moment, depuis la crise Covid, qu'on nous parle de réindustrialisation, de relocalisation. Je trouve que le bilan est maigre. Là aussi, il y a des belles paroles, et il faut passer aux actes. Si on parle des semi-conducteurs, par exemple, qui n'ont rien à voir avec la crise en Ukraine et la guerre en Ukraine, ça fait 1 an et demi que je dis personnellement au ministre Le Maire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des entreprises en France qui peuvent faire ça. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit oui, il faut le faire, mais ça fait 1 an et demi qu'il ne se passe rien. Et je peux vous citer des tas d'exemples. Donc ça veut dire que le gouvernement n'a pas assez anticipé ce qui allait être les conséquences, même s'il ne pouvait pas savoir il y a 1 an et demi qu'il allait avoir une guerre en Ukraine. Oui, mais la crise du Covid et les semi-conducteurs, quand les pays asiatiques sont confinés, la Chine et d'autres, et que toutes les livraisons sont bloquées, on peut anticiper. Et puis, on parle beaucoup de la planète, mais il faut qu'on réfléchisse aussi. On culpabilise les automobilistes, certes. Et encore, faudrait discuter. Mais quand on fait fabriquer des produits à l'autre bout de la planète et qu'on les fait revenir, ça, c'est polluant. Mais il est temps qu'on le fasse, plutôt que de continuer à en parler et de nous dire « vous avez raison ». Justement, vous parlez d'environnement. Philippe Martinez, Emmanuel Macron a défini le portrait robot du futur ou de la future locataire de Matignon. Il ou elle aura la fibre environnementale, productive et sociale. Alors, vous voyez qui ? C'est pas mon boulot. Non, mais c'est pas vous qui doivent vous parler quand même. Productif, social et environnemental. C'est à peu près ce que vous venez de dire. Oui, ça nous parle. Mais ce que je viens de vous dire, c'est que... c'est pas vous. C'est pas moi, non, ça c'est sûr. Mais ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut arrêter d'en parler, il faut faire. Donc c'est pas le nom du ou de la future première ministre qui est en jeu, c'est pourquoi faire. Pourquoi faire? Il y a le nom d'Elisabeth Borne qui circule. Vous avez beaucoup travaillé avec elle. Elle est ministre du Travail. Ça serait la bonne personne. Elle a un bilan. Donc non, il faut pas. Elle a le bilan du président de la République. Donc il ne faut pas quelqu'un qui soit issu du précédent gouvernement. C'est pas ça que je vous dis. C'est pourquoi faire. Est-ce que
on va augmenter les salaires? Est-ce qu'on va accepter la loi qu'on propose d'automaticité? Est-ce qu'on va refaire des circuits courts? Est-ce qu'on va réinvestir dans l'industrie? Je pense aux salariés de la SAM qui attendent là des mesures pour refaire repartir leur usine, et un gouvernement français, premier actionnaire de Renault, qui ne fait rien. Voilà des sujets concrets. Il faut arrêter de parler, il faut faire. Sur l'industrie, il y a le nucléaire. Le président de la République réélu s'est donc engagé à relancer cette filière. Il y a beaucoup de salariés. C'est quelque chose que vous soutenez? Il y a besoin d'un mix énergétique où on conjugue nucléaire, hydraulique et renouvelable et éolien, mais c'est surtout la question quelle entreprise. Et vous savez que nous militons et nous nous battons, notamment les salariés d'EDF, pour une entreprise 100% publique. Un dernier mot peut-être un peu plus personnel, Philippe Martinez, on voit, vous êtes encore dans le combat. Yves Verrier va laisser sa place à la tête de Force ouvrière dans quelques semaines. Vous, votre congrès, c'est dans un petit peu moins d'1 an. Vous avez envie de continuer à ce poste? Écoutez, on a encore un peu moins d'1 an, vous avez raison pour y réfléchir. En mars 2023, si voilà, vous avez senti que j'étais motivé, ça que je vous pose la question. Combatif, et donc le moment venu, on parlera de ça. Vous savez, nous, on n'est pas dans les primaires et dans ce qu'on entend un peu trop. Je pense que les salariés, ils pensent à autre chose que... Et votre décision n'est pas prise? Je reviendrai quand vous m'inviterez. Vous avez connu 2 présidents de la République, François Hollande et Emmanuel Macron. Oui, enfin j'en ai connu d'autres, mais j'étais pas secrétaire général. Et en tant que patron de la CGT. Merci beaucoup, Merci Philippe Martinez. Merci d'avoir été avec nous. Et évidemment, on vous réinvitera dans les prochaines semaines. Avec plaisir. Jefferson, la une de Sud-Ouest, c'est Emmanuel Macron. Macron 2, ce qui va changer, c'est à la une de votre journal.